Mes chers camarades, chers amis, chers parents, militants sympathisants, peuple des Abîmes de Pointe-à-Pitre, de Morne-à-l'Eau et de Marie-Arlande, d'abord merci, là ce soir, d'être venus si nombreux, rassemblés dans cette ville des Abîmes pour donner de la force à la candidature de votre député de la première circonscription. Merci de votre mobilisation lors des élections présidentielles qui a permis de redonner de l'espoir à tous ceux que la politique du précédent de la République avait précipité dans le désarroi. Oui, mes chers compatriotes, la France n'en pouvait plus et la Guadeloupe n'en pouvait plus. Ici aux Abîmes, comme partout en Guadeloupe et en France, en choisissant François Hollande, vous avez adressé un message clair aux tenants de l'ultralibéralisme. Ce message clair que vous avez exprimé dans les urnes, population de la première circonscription, c'est que nous ne pouvions plus accepter davantage, encore plus longtemps, une politique qui chaque jour augmentait un peu plus les difficultés à vivre. Ce message de 73% de suffrage en faveur de François Hollande ici en Guadeloupe, de 76% ici aux Abîmes et 75% dans la première circonscription, record des 4 circonscriptions de la Guadeloupe, c'est que nous ne pouvions tolérer davantage une politique qui s'attaquait toujours plus aux acquis sociaux, au pouvoir d'achat, au financement des politiques sociales et de santé. C'est que nous ne pouvons plus subir un chômage qui frappe plus de 55% des jeunes de 15 à 25 ans en Guadeloupe. Que nous refusons que plus de 30% des jeunes sortent du système scolaire sans diplôme, que plus de 70 000 personnes vivent du RSA, ancien RMI, et que 11% de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté, contre 3% seulement, j'allais dire, en France généralement. Ce message, population de la première circonscription, c'est que nous ne voulions plus continuer de subir chaque jour une politique qui réduisait les moyens de l'école, qui laissait le chômage, l'insécurité et la violence détruire les familles, les enfants et le pays en définitive lui-même. Une politique dont le seul objectif était d'apporter chaque fois davantage de gages au seul lobby financier au détriment des femmes et des hommes qui demandent simplement une amélioration de leur quotidien. Nous le mesurons tous, chers compatriotes. C'est la mobilisation générale qui a payé, qui a créé les conditions du changement. Oui, nous avons mené un beau combat et obtenu une belle victoire, notamment ici aux Abîmes. Nous avons culminé à près de 16 000 voix, là où je vous avais demandé seulement, j'allais dire, 15 000 voix. Mais c'est une victoire très belle également dans l'ensemble de la circonscription et de la Guadeloupe tout entière, puisque nous sommes le département qui avons donné le plus de suffrages en pourcentage à François Hollande, notre nouveau président de la République. Mais je vous le dis sincèrement, et même très sincèrement, peuple, population de la première circonscription. Nous avons gagné la bataille, mais nous n'avons pas encore gagné la guerre, puisqu'il faut l'appeler par son nom. Nous avons gagné le premier et le deuxième tour. À nous de gagner le troisième tour des élections présidentielles en donnant à François Hollande la majorité législative, c'est-à-dire de députés à l'Assemblée nationale, qui permettra de mettre en œuvre le changement que nous attendons depuis déjà 10 ans. Cela veut dire que plus que jamais, l'heure de la mobilisation a sonné.
pour nous permettre de gagner ces élections législatives dans la première circonscription, et ceci dès le premier tour. Cela, c'est notre pari. C'est cela notre objectif majeur. C'est cela notre défi dès lors que vous, chacun d'entre vous, le partagez et être, comme moi-même, mon suppléant, je parlais tout à l'heure, mobilisé. C'est pourquoi je veux saluer les combattants de cette première circonscription qui ont mené le combat avec nous des élections présidentielles et qui sont aujourd'hui à nos côtés. Évidemment, je vais saluer tout d'abord mon collègue maire de Pointe-à-Pitre, président de Cap Excellence, Jacques Bambou, qui nous fait l'honneur d'être avec nous dès cette première conférence et qui s'exprimera tout à l'heure devant vous. Merci Jacques en tout cas d'être à mes côtés, ce faisant aux côtés de François Hollande, aux côtés de cette majorité de gauche que nous appelons de tous nos voeux à l'Assemblée nationale. Je veux également saluer mon ami Jacques Cornan, retenu par ses obligations parlementaires, puisqu'il est désormais sénateur et qui sera très bientôt parmi nous, et qui hier, avant-hier, lors de notre déclaration de candidature, a délégué la conseillère générale qui l'a remplacée dans le canton de Saint-Louis de Marie-Galante, Huguette Néboul. Je veux également saluer Madame Miraculeux Bourgeois, qui nous soutient à l'occasion de ces élections législatives, maire de Cap-Esther de Marie-Galante et conseillère générale également de Cap-Esther de Marie-Galante. Donc deux soutiens en un, sans compter sa majorité municipale qui nous soutiendra également, et d'autres amis nombreux que j'ai de divers bords d'ailleurs à Cap-Esther de Marie-Galante. Je veux également saluer notre ami, le grand Patrice Tyrolien, député européen, que nous avons aidé à être député européen et qui est actuellement en Afrique en mission et qui sera, je n'en doute pas, très rapidement avec nous dans ce combat pour une majorité parlementaire de gauche à l'Assemblée nationale. Je veux également saluer nos amis de Mornalo qui nous soutiennent évidemment. Notre ami Jean Bardaille, conseiller général du 2e canton de la ville de Mornalo. Je veux également saluer le maire de Mornalo qui a soutenu la candidature de François Hollande, mais dont j'attends d'ici les prochains jours le soutien, puisqu'il est dans un conflit social. Nous ne le dérangeons pas trop, mais nous l'attendons avec impatience. Je veux également saluer évidemment mon suppléant Georges Hermé, conseiller général du 1er canton de la ville de Mornalo, qui nous soutient assurément, évidemment, puisqu'il est mon suppléant. Le contraire eût été étonnant. Et qui nous soutient avec toute la force de sa conviction et son implantation dans ce 1er canton de la ville de Mornalo. Il sera avec nous tout à l'heure. Si on n'a pas sorti autant, c'est que je l'attendais, mais il est pris par d'autres obligations. Il sera là notre vie dans 10 minutes, s'il n'est pas déjà arrivé. Je veux saluer au-delà des maires, conseillers généraux, évidemment les conseillers régionaux qui nous soutiennent. Madame Josette Borel-Incertain, première vice-présidente du conseil régional et qui sera bientôt, je l'espère en tout cas,
présidente de la région Guadeloupe, en lieu et place du président Lurel qui est appelé à d'autres occupations, d'autres obligations, d'autres missions ministérielles en sa qualité de ministre de l'Outre-mer. Je profite pour le saluer une nouvelle fois pour cette promotion, ainsi que les deux autres ministres issus de l'Outre-mer, pour Langevin, qui est à la réussite éducative, ainsi que Taubira Delanon, qui est garde du sceau, troisième poste au niveau du gouvernement, ministre donc de la Justice. Je veux également donc saluer la conseillère régionale responsable de la section socialiste des Abîmes, Marie-Camille Mounien, qui a participé vendredi à notre déclaration de candidature et qui nous soutient à l'occasion de ces élections législatives, contrairement à une allégation mensongère de qui vous savez dont nous parlons tout à l'heure. Je veux également saluer le soutien ici aux Abîmes de 3 de nos conseillers généraux. Fabien Micheli, vice-président du Conseil général, conseiller général du 3e canton de la ville des Abîmes. Dominique Théophile, vice-président du Conseil général, conseiller général du 5e canton de la ville des Abîmes. Et Chantal Lirus, conseillère générale du 1er canton de la ville des Abîmes. Ainsi, je les salue également tous les adjoints au maire, les conseillers municipaux, quasi unanimes. Il y a fait de candidature au nom de Combat Ouvrier, mais elle m'a appelé, c'est son parti, elle veut témoigner au premier tour. C'est son droit, nous sommes en démocratie. Je l'ai trouvé dans son parti. Pour constituer ma majorité municipale, je ne vais pas lui en vouloir parce que son parti lui a demandé de se présenter au moins au premier tour dans ces élections. Il s'agit de Daniel Jacob. À part elle, tous les 41, nous sommes 42, 41 membres de notre majorité municipale sont dès le premier tour totalement derrière nous. Évidemment, les majorités des maires qui me soutiennent, aussi bien à Pointe-à-Pitre, je peux citer également les conseillers généraux de Pointe-à-Pitre qui tous, en tout cas les deux du BPDG, me soutiennent, Marcel Sigiscard et Jacques Bancou lui-même, français, moi je ne pense pas, qui me soutiennent en tant que maire et pas en tant que conseiller général. Voilà, et nous attendons les autres. Tous les autres de gauche, progressistes, démocrates, patriotes, républicains, écologistes, socialistes, progressistes, qui souhaiteraient nous apporter leur soutien. J'attends que des réunions d'état-major doivent se faire dans différentes formations politiques. Le résultat des courses. En tout cas, nous sommes déjà bien forts pour entamer ce début de campagne électorale. Il y a quand même 3 semaines, je crois bien, de campagne avant le premier tour. Je salue également les militants de la Guadeloupe. Je veux parler de ceux de la FRAP, de la Fédération guadeloupéenne du Parti Socialiste, de Guadeloupe Unie Socialisme et Réalité, du Parti Progressiste et Démocratique Guadeloupéen, le PPDG, d'Albert Ilatré et de Jacques Mangou, qui ont tous choisi de soutenir ma candidature à ces élections. Je salue le président du Conseil général, Jacques Gillot, qui m'a apporté personnellement son soutien, en dehors de celui de son parti, de mon ami maire de Petit-Bourg, d'Ilosbar. Et je salue évidemment tous ceux qui nous aurions pas suivis. Et à l'occasion de ces élections présidentielles, et qui sont, je l'espère,
déterminés à nous conduire jusqu'à la victoire le 9 juin prochain. Je lance d'ailleurs un appel à toutes celles et tous ceux qui ne nous ont pas rejoints pour les présidentielles et qui souhaitent le faire à l'occasion de ces élections législatives. Il n'est pas trop tard pour bien faire, mais surtout pour emprunter le chemin du changement et avant tout le chemin de la victoire aux élections législatives avec votre serviteur et son suppléant. Ils doivent le faire parce que cette élection est fondamentale pour le salut de la Guadeloupe, son progrès en tout cas, et celui de la France. Les populations de la première circonscription, vous avez clairement démontré qu'à l'heure où les forces de l'ultralibéralisme, c'est bien ce que j'allais dire, débridées, sont déchaînées, à l'heure où de partout monte la voix des indignés, à l'heure où suintent de certains discours nauséabonds, des propos avilissants, xénophobes, racistes, homophobes, de ceux qui veulent prétendre gouverner un jour la France, il est plus que temps d'opposer à cette régression intellectuelle et idéologique anti-républicaine assurément l'élan salvateur du changement, et du changement évidemment à gauche. Le changement, nous lui avons donné un nom à l'occasion des élections présidentielles, celui de François Hollande. Le changement est porté par un peuple enthousiaste, le peuple de la gauche, de la démocratie et des valeurs républicaines. Le changement a des valeurs, les valeurs de la justice sociale, les valeurs de l'égalité, les valeurs de la fraternité. Le changement doit désormais disposer d'une majorité solide à l'Assemblée nationale. Tel est l'enjeu de ces élections. Et il n'y a qu'un seul candidat qui dispose de toutes les armes pour porter et défendre les intérêts de notre circonscription au sein de l'Assemblée nationale. C'est votre serviteur, votre député Exalton. Oui, les élections législatives sont avant tout des élections politiques. Il est question de valeur, de vision de la société, de positionnement politique. Personne ne peut nier mon engagement au service de l'idéal républicain et de l'idéal de la gauche nationale, du socialisme démocratique que j'ai toujours défendu à toutes circonstances, quel que soit mon parti, quelle que soit ma situation, sous l'échiquier politique, dans ou sans parti. Toujours, j'ai défendu les valeurs du socialisme démocratique, les valeurs de la République, les valeurs de la gauche, du progressisme guadeloupéen. L'idéal des Jaurès, Léon Blum, François Mitterrand, l'idéal de Rosan Girard, de Paul Valentino, de Gertie Archimède, de Frédéric Jalton, pour ne citer que ces valeureux disparus. Je pourrais rajouter ici Légitimus. Personne ne peut nier mon attachement profond à ces valeurs de progrès et de justice sociale. Et c'est cet engagement jamais démenti au service des valeurs socialistes et progressistes qui me pose à porter avec votre soutien une véritable ambition pour notre circonscription et pour la gauche tout entière. Et pour la Guadeloupe tout entière également. Comme vous, j'en ai assez des riches à ne pas savoir quoi faire de leur argent, qui profitent des gens modestes qui comptent eux leurs sous, et des pauvres qui n'en ont pas assez pour vivre décemment ou pour vivre tout court. Comme vous, j'en ai assez des groupes humains que l'on stigmatise, que l'on cible, que l'on désigne comme bouc émissaire de tous nos maux, parce qu'ils sont différents, et que l'on rejette même lorsqu'ils s'inscrivent dans les lois et les règles de la République. Comme vous, j'en ai assez
menacer les pauvres qu'on appauvrit plus encore en évoquant la sacro-sainte crise. La crise qui a bon dos n'est pas la crise pour tout le monde, parce que quand il y a crise, les pauvres s'appauvrissent, les foyers modestes s'appauvrissent également, mais les riches, eux, deviennent encore plus riches. Notamment avec l'ancienne majorité, des anciennes parlementaires à l'Assemblée nationale et avec surtout l'ancien président de la République et son gouvernement célèbre. Oui, population de la première circonscription, la crise existe, mais elle n'excuse pas tout. Elle ne légitime pas tout, elle n'autorise pas tout. Et en particulier, elle n'autorise pas ces courbettes éhontées, ces dents du ventre aguichant devant les partisans de l'extrême droite qui patochent dans la fange avec certains turiféraires de l'UMP. Oui, la crise existe, la crise des milieux financiers, la crise des banquiers, la crise d'un système inique, capitaliste généralement, débridé, inacceptable, inhumain. C'est à cela que nous disons non. Et nous disons également non à tous ceux qui voudraient ouvrir une ère de cohabitation prétextant qu'il ne faudrait pas que la gauche dispose de tous les leviers de décision. Nous, les Guadeloupéens, sortis de l'esclavage, ayant remonté à marche après marche le dur escalier de l'égalité, de la dignité, de la fraternité et en définitive de la liberté, nous les filles de 1848, de 1946, de 1952, de mai 1967 et de bien des exigences, nous avons le devoir sacré de voter, de faire voter pour donner une large majorité parlementaire à François Hollande. Je vous le dis clairement, population de la première circonscription, il n'y a qu'un seul choix pour faire gagner François Hollande dans cette circonscription. C'est de voter et faire voter Éric Jalton et Georges. Oui. Alors bien sûr, nous sommes dans un combat électoral. Et d'autres candidats essaieront, c'est la démocratie, de vous convaincre qu'ils pourraient faire mieux qu'Éric Jalton. Alors bien sûr, vous me connaissez, population de la première circonscription. Je suis un démocrate et j'aime bien les débats d'idées et même les confrontations qui me stimulent. Mais il y a une chose que je ne supporte pas en politique et dans des campagnes électorales, c'est le mensonge, la calomnie et la malhonnêteté intellectuelle. Ainsi, mes chers compatriotes, le rôle d'un parlementaire ne se résume pas à celui d'un coq à belle pose qui vient parader dans l'hémicycle. Le rôle du parlementaire, c'est aussi d'être présent dans sa circonscription, sur le terrain pour faire remonter les doléances de ses concitoyens. C'est aussi de poser des questions au gouvernement, questions orales, des questions écrites. Et les questions écrites sont plus importantes, ça c'est l'expérience, que les questions orales ou questions au gouvernement que vous voyez tout le temps à la télé. J'en ai posé quelques-unes durant cette mandature. Mais c'est plus pour amuser la galerie, c'est pas lors de ces joutes gauche-droite qu'on va obtenir une quelconque réponse, même une explication quelconque sérieuse tchadée à nos questionnements. Ça c'est pour la politique politicienne. Il faut en poser, j'en pose quelques-uns, mais pas davantage. Ça c'est l'expérience. Par contre, je pose de plus en plus de questions écrites, des centaines, puisque c'est là qu'on a des réponses bien précises, bien tchadées, argumentées, chiffrées, qu'on ne pourrait pas exposer en 2 minutes et demie de réponse aux questions lors des questions au gouvernement, qui me permet d'apporter aussi des réponses à ceux qui, particuliers, corporations, personnes discriminées, nous interrogent. Et pour que nous interrogions à notre tour le gouvernement et que nous leur transmettions des réponses précises à nos questionnements. C'est ainsi que j'ai eu à poser durant les 5 ans de la mère nature écoulée plus de 360 questions écrites et orales durant cette mandature, des centaines de courriers que j'ai écrits à longueur de journée, de nombreuses propositions de loi
auxquelles j'ai participé, puisque je suis plus non inscrit. Quand j'étais non inscrit, je faisais des propositions tout seul. Mais je suis maintenant dans le groupe socialiste, le plus gros groupe de l'Assemblée nationale de l'opposition, socialiste radicaux citoyens. Je fais des questions, des propositions de loi en co-signature avec mon groupe. Généralement, ça donne plus de force, évidemment, à la proposition de loi. Donc vous avez sur le site de l'Assemblée nationale la liste des propositions de loi à laquelle j'ai participé, de près ou de loin, puisqu'elles sont nombreuses, avec mon groupe à l'Assemblée nationale. J'ai déposé des dizaines d'amendements législatifs, pas sur le prix de l'huître en Bretagne ou sur les problèmes de la Côte d'Azur. Évidemment, je pourrais le faire, mais je ne serai jamais ici. Vous me ferez le reproche. J'aspire pas être ministre, donc je ne vais pas être à l'âge de mon savoir à l'Assemblée nationale pour glaner, me qualifier pour un poste de ministre. Je ne dis pas ça pour nos collègues, nos 3 collègues qui ont été ministres. Mais chacun son choix. J'ai choisi de me spécialiser sur les questions concernant la Guadeloupe et je vais à l'Assemblée nationale quand il y a des questions à poser, des débats qui intéressent particulièrement la Guadeloupe. Des dizaines donc d'amendements législatifs que j'ai déposés dans l'intérêt de notre circonscription. Le rôle du parlementaire, c'est aussi de multiplier les interventions directes et de lobbying auprès des ministères et de toutes les autorités publiques pour apporter des solutions concrètes aux situations individuelles. C'est la force du réseau et le poids politique de votre député Éric Jacton qui a permis d'aller chercher les financements pour redresser la situation catastrophique dans laquelle un certain candidat avait laissé la ville des Abîmes, dont je suis devenu le maire en 2008. 26 millions d'euros de déficit, zéro aujourd'hui. On a même fait un petit excédent de 200 000 euros. C'est pas grand-chose sur un budget de 130 millions d'euros en 2011. Et la caisse des écoles qui était également en déficit de 3,5 millions, on l'a aussi redressé, zéro déficit à la caisse des écoles et zéro déficit au CCS. C'est le dynamisme de votre député et sa présence sur le terrain en Guadeloupe, aux côtés de ses administrés qui lui ont permis de lancer le chantier de redressement de la ville des Abîmes. C'est le lobbying et le réseau de votre député qui a permis de négocier, d'obtenir, dans le cadre de la rénovation urbaine des Abîmes, 492 millions d'euros de financement mobilisés dans le budget de la ville, avec les cofinanceurs nationaux et locaux pour changer le visage de notre vie, notamment les quartiers de Rézé, Grand-Camp, du Bourg. C'est l'engagement de votre député sur le terrain qui a permis la mise en œuvre de Cap Excellence. C'est aussi notre engagement qui a permis de concrétiser notre émargement à l'Android 2 et surtout le traitement dans l'Android 2, la rénovation urbaine étape numéro 2, des copropriétés nombreuses aux Abîmes et aussi du quartier de Vieux-Bourg. C'était un engagement que nous avons pris. Donc après le Rézé, après le Bourg, viendra le tour de Vieux-Bourg et de toutes les copropriétés qui se trouvent sur le territoire de la ville des Abîmes, grâce à votre député, son équipe évidemment, d'élus et de techniciens, que nous avons pu glaner ces centaines de millions d'euros de financement pour l'avenir de la ville des Abîmes. C'est l'engagement aussi de votre député sur le terrain qui a permis la mise en œuvre de Cap Excellence qui nous unit à Pointe-à-Pitre dans un partenariat fécond qui va résolument améliorer et changer même le visage de notre agglomération. Nous avons commencé avec Jacques Bangou, l'équipe, tous les élus communautaires de tous bords à travailler pour la ville des Abîmes au niveau des réseaux d'eau, notamment dans le nord des Abîmes, des travaux que nous faisons déjà pour préparer le traitement des quartiers du Rézé, notamment en matière d'assainissement, et des travaux de voirie que nous avons entamés, d'éclairage public, de trottoirs, d'embellissement des quartiers que nous avons commencé, notamment à l'assainissement en joignant l'axe rond-point Ignace et rond-point Nickel, et ça va continuer, sans compter les nombreuses participations que nous avons de Cap Excellence pour accompagner bon nombre de nos manifestations les plus diverses.
C'est aussi la détermination de votre député à l'Assemblée nationale et auprès du gouvernement qui a permis de mettre en place le SMUR à Marie-Galante, le dépistage du cancer avec la mammographie désormais possible à Marie-Galante pour nos femmes de Marie-Galante, et qui a permis aussi d'instaurer en lettres de feu, dans le marbre de la loi, les îles du sud de Marie-Galante. C'est moi qui ai inventé ce concept lors de ma campagne électorale en 2002. C'est Éric Jalton, personne d'autre. Et désormais, les îles du sud sont inscrits dans l'étage supérieur de la loi programme pour l'outre-mer de Girardin et la loi consécutive qui fait que Marie-Galante, les îles du Sud, parce qu'elles sont désavantagées, qu'elles souffrent de la double insularité, qu'elles sont séparées du bras de mer du continent guadeloupéen, vont désormais, en termes de défiscalisation des investissements productifs, des exonérations de charges, elles vont bénéficier de l'étage le meilleur, l'étage supérieur, un peu meilleur que le nôtre pour le continent guadeloupéen, parce qu'ils ont davantage de retard, davantage de besoins que nous. Ce n'est que justice et c'est notre travail, puisque nous avons été le député qui a été initiateur et fer de lance de cette reconnaissance des îles du Sud, de l'archipel guadeloupéen. Mais le combat continue, il y a encore beaucoup à faire pour ces îles. Vous direz donc aux fossoyeurs des finances de la ville des habits, votre ancien maire, pour ceux que vous les habillez, qu'au cas où il ne l'aurait pas remarqué, le peuple ne lui fait plus confiance et a décidé, je crois, sans m'avancer trop, de lui tourner le dos, et en tout cas de tourner la page. Vous direz que lui qui revendiquait son appartenance à la majorité présidentielle de Nicolas Sarkozy, et se camoufle aujourd'hui dans une demi-posture, alors qu'il est secret de Polichinelle, le vrai candidat de l'UMP, il est donc disqualifié pour aujourd'hui incarner le changement. Population de la première circonscription. D'autres viendront vous dire qu'ils sont les seuls en mesure de défendre un programme écologique et que ce seul fait justifie leur participation. Eh bien, ils viendront peut-être d'ailleurs à cheval, comme ils l'ont fait à Pointe-à-Pitre. Eh bien, vous leur répondrez que l'écologie n'est la propriété d'aucun parti politique. Et qu'au contraire, nous leur tendons la main, car c'est notre engagement et nos idées conjuguées à notre poids politique qui permettront le changement dans ce domaine-là aussi, et que je n'ai pas entendu M. Durimel pour défendre les idées écologiques. Je me rappelle même à mes premiers pas à l'Assemblée départementale, j'avais défendu un certain nombre de considérations, notamment le refus qu'on puisse à Bras-David installer un barrage, défendait la protection quand même de nos zones classées, et on avait obtenu gain de cause en définitive, malgré le vote contraire de la majorité, toutes tendances confondues, de l'Assemblée départementale. J'étais le seul à avoir voté contre, et j'ai eu en définitive raison, et c'est M. Durimel qui m'avait envoyé un courrier de félicitations pour reconnaître mon courage, mon audace pour défendre l'écologie. Et s'il était si bon défendeur de l'écologie, le score de Mme Eva Joly n'aurait pas été aussi ridicule en Guadeloupe. Vous répondez donc vous répondrez à monsieur l'écologiste que l'écologie ne joue pas sa propriété, ni d'aucun parti politique, et que, j'ai dit tout à l'heure, c'est notre engagement et nos idées conjuguées, on l'a démontré, qui pourront représenter l'écologie à l'Assemblée nationale, où il y aura d'ailleurs des élus de l'écologie venant d'autres horizons. Vous répondrez au conseiller général du 4e canton. Déjà dit que nous n'avons pas de leçon d'assiduité à recevoir de lui. Lui qui travaille pour un plat de lentilles et n'assume même pas son rôle au conseil général et au conseil régional. Il est essentiellement pris à l'occasion des voyages et des petits fours. Récemment encore, nous ne l'avons pas vu auprès du président du conseil général, notre ami Jacques Gillot, accompagné pourtant Jacques Gillot des autres conseillers généraux des Abîmes, Chantal Ruche, Micheli, Théophile et Napri. Et lui était absent au moment où même on défendait
pour la vie des abîmes, l'accompagnement notamment financier de nos projets importants pour l'avenir. Et notamment des projets qui se trouvent dans le canton de ce monsieur Louis Galanty. Et il n'était pas là. A été occupé par sa campagne électorale sans doute, à semer ses mensonges, ses calomnies, sa bave un peu partout sur le territoire de la première circonscription, où il devait venir avec ses camarades, ses collègues des amis du Conseil général défendre le financement de nos projets à venir. Alors, pour l'anecdote d'ailleurs, Patrice Sirounien a eu l'occasion de le démentir, puisqu'il prétextait que Patrice Sirounien voulait le soutenir. Il a eu un démenti public sur les médias. Il ne faudrait pas que ça nous arrive. Si par malheur Garcia était député à l'Assemblée nationale, ce serait pas très bien pour l'image de la Guadeloupe. Mes chers compatriotes, ce que je cherche à vous faire comprendre et que vous avez sans doute déjà compris, c'est que cette élection est une élection sérieuse. La mission d'un parlementaire demande de l'engagement, de l'expérience. Il ne faut pas non plus, quand on a de l'expérience, dire qu'il faut de l'expérience, et quand on débute, dire qu'on n'a pas forcément de l'expérience. Bon, moi, c'est sûr que j'ai débuté déjà avec l'expérience de Frédéric Jaltron. J'allais dire, c'était presque héréditaire, comme je le suivais de près, j'avais déjà la connaissance par cœur du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Vous avez assisté à un bon nombre de débats à l'invitation du député Frédéric Jaltron. Bon, enfin, enlevons expérience. Il faut de l'engagement, de la présence. Il faut quand même savoir s'exprimer sans quelques ratés à la tribune de l'Assemblée nationale. Il ne faut pas oublier Courroche, notre ami est coutumier du fait. Il faut aussi un droit politique de préférence pour pouvoir actionner tous les réseaux lorsque cela est nécessaire. Il ne s'agit pas non plus d'aller faire un carré à l'Assemblée nationale. Dans un contexte aussi difficile que celui que nous connaissons, il ne s'agit pas d'élire quelqu'un sans expérience parlementaire et sans maîtrise du langage. L'Assemblée nationale, c'est vraiment la tribune où les grands orateurs se sont succédés depuis des décennies. Les grands Jaurès, les Léon Blum, de droite comme de gauche. Et on ne monte pas à la tribune de l'Assemblée nationale pour bafouiller. Et il faut maîtriser son langage et son expression. Et surtout ne pas mentir. Pour se faire retoquer dans le quart d'heure qui suit. Donc, il faudra quelqu'un qui a déjà le métier ou qui est capable de l'apprendre vite, mais concernant notre ami Galanty, il n'apprend pas. J'ai plus 10 ans pour essayer de faire sa formation. Et je ne suis pas arrivé à l'évidence. Je m'excuse auprès de vous. Et je plains le président Lurel qui l'a dans sa majorité. Je pense qu'il faudra peut-être une vingtaine d'années pour arriver à un résultat à peu près correct. D'ici là, je serai plus député, il aura l'occasion de pouvoir s'inscrire pour se présenter aux législatives. Non-population de la première circonscription, il s'agit de dire quelqu'un qui est toujours proche de vous en toute simplicité, mais qui a la capacité et les moyens de défendre votre espérance et vos aspirations auprès des plus hautes instances de l'État. Il s'agit de dire quelqu'un qui est en mesure de s'entendre avec tous ses collègues pour constituer un front parlementaire uni susceptible de défendre les intérêts de la Guadeloupe tout entière. Il s'agit de dire quelqu'un qui sera en mesure d'obtenir un rendez-vous avec Victorin Lurel, ministre de l'Outre-mer, Taubira Delahanan, pour l'enjeu, ce sera facile, mais aussi avec les autres ministres du gouvernement actuel que je connais pour la plupart et parfois très proches. Ou avec Jean-Marc Ayrault qui a été mon président de groupe pendant des années, que je connais personnellement, et avec qui j'ai la plus grande amitié, qui a soutenu d'ailleurs très ardemment mon investiture, en tout cas mon soutien, du Parti Socialiste pour ces élections. Et je le remercie à distance. Et évidemment, François Hollande, que je connais depuis longtemps, notre président de la République actuelle, et qui, je pense, sera davantage à notre écoute que n'a pu l'être, ne l'a pas été. Les deux présidents précédents, particulièrement le dernier. C'est pourquoi je vous présente un projet législatif capable, en accord avec le programme du nouveau président, qui s'y inscrit, je ne m'évade pas, ne rentre pas la lune,
je reste dans le cadre du programme du président de la République, parce que ce dont je me suis aperçu aussi, ça c'est l'expérience, c'est que quand on vient avec un beau programme, un problème énervé, on va voir ensuite le ministre de l'Outre-mer, nous dit moi, je suis là pour mettre en place le programme du président de la République. Quand on va voir le ministre de l'Agriculture, moi je suis là pour mettre en place le programme du président de la République. C'est-à-dire donnez-moi quelque chose qui entre dans le cadre, sinon il n'y aura pas de résultat. Alors cette fois-ci j'ai appris, je me fixe dans le cadre du programme du président de la République en cherchant à chercher toutes les déclinaisons possibles, de sorte qu'on ne puisse pas me donner les mêmes réponses à l'occasion de mes prochaines visites, aux prochaines demandes auprès des différents ministres et secrétaires d'État de la République, voire auprès directement du président de la République quand ça relève de ses prérogatives. Alors, il s'agit d'élire un député qui pourra donc vous représenter efficacement à l'Assemblée nationale, tout en restant toujours proche de vous, d'autant que nous sommes maires de la ville des Abîmes, 60 000 habitants, et que nous devons veiller au grain pour ne pas entrer dans les mêmes dérives dans lesquelles est entré monsieur le maire précédent. C'est pourquoi je vous présente un projet législatif donc capable, en accord avec le programme du nouveau président, de relancer l'espérance d'une boîte d'eau tirant profit de la vitalité de sa jeunesse. Toujours la jeunesse, encore la jeunesse, parce que la jeunesse doit être le fer de lance. Nos politiques publiques, c'est une jeunesse redressée en activité qui pourra aider nos aînés, nos personnes âgées, et mettre en œuvre la justice sociale, mettre en œuvre le progrès économique en créant des entreprises, en embauchant et en renouvelant, j'allais dire, la classe politique également. Il faut donc préparer notre jeunesse et la sortir de la désespérance dans laquelle elle se trouve, pour ne pas dire dans laquelle elle plonge. Donc cette jeunesse et ces immenses potentialités ouvertes sur la Caraïbe, les Amériques et sur le monde. Un projet législatif qui ambitionne de contribuer à diminuer les nombreuses contraintes qui freinent notre économie, notre culture et fragilisent le lien social de Morne-à-l'eau à Marie-Galante en passant par les Abîmes et Pointe-à-Pitre, et comme d'ailleurs dans toute la Guadeloupe. Un projet législatif qui milite pour notre émancipation collective au sein de la République, parce que rien n'est une fatalité et que notre histoire, jalonnée par tant de combats, ne peut se contenter d'être une histoire subie. Vous le savez, population de la première circonscription, je suis votre candidat. Avec l'expérience et la compétence de mon suppléant, Georges Hervé. Je suis le candidat de tous les citoyens qui veulent que la justice sociale et l'intérêt général prennent le dessus sur les privilèges de tous hommes. À cet égard, je défendrai spécialement les priorités suivantes. Un plan spécifique, on y revient, en faveur de la jeunesse, que m'a d'ailleurs promis le président Hollande, en tout cas pour la Guadeloupe. Parce que nous souffrons davantage de l'inactivité des jeunes qu'en France hexagonale. La crise de l'école, l'échec scolaire, la crise du marché du travail, le chômage sont les principales causes des détresses de notre jeunesse. On pourra donc s'attaquer à tous ces éléments pour aider notre jeunesse. C'est pourquoi je serai exigeant sur l'arrêt des fermetures intempestives de classe, le renforcement des effectifs de l'éducation nationale, la construction d'internats d'excellence, l'augmentation effective des employés aidés, le développement de l'apprentissage et de la formation en alternance, la relance des mesures en faveur de l'investissement des entreprises et de l'emploi, avec le financement des grands équipements structurants, réseaux, qui contribueront à la relance du BTP, au développement de l'emploi et à la lutte contre, notamment, les inondations. Donc 15 territoires inondés aux Abîmes, je ne sais même pas combien il y en a, à Morne-à-l'eau et surtout à Pointe-à-Pitre. Défiscalisation des investissements productifs d'emploi et de richesse. Implantation d'une représentation de la banque publique d'investissement qui favorisera le financement des PME, PMI, TPE. Mise en place d'une politique de transport divers, favorisant l'autonomie de déplacement de chacun, et notamment des jeunes, des aînés, des personnes en situation de handicap.
financement des équipements culturels dont la circonscription a besoin pour assurer son maillage, accroître son activité et faire émerger une nouvelle citoyenneté, vecteur de cohésion sociale. Soutien à la diversification économique, notamment agricole, et à la modernisation de la pêche. Concernant la défense du pouvoir d'achat, l'augmentation de la prime de rentrée scolaire en loi des 7 ans, c'est une promesse de Hollande. L'augmentation du SMIC, également un engagement. Le contrôle de l'évolution des prix, y compris en recourant au blocage des prix lorsque nécessaire, le prix de l'essence, des logements sociaux et de la téléphonie mobile. Le blocage temporaire et la mise à plat du dispositif de confection des prix des carburants, c'est une véritable nébuleuse. Il faut y voir plus clair là-dedans. Concernant le rétablissement de la justice sociale et territoriale, faire de la retraite à 60 ans un droit pour ceux qui ont acquis le nom d'annuité. Pour ceux qui ont acquis le nom d'annuité, contrairement au mensonge du président qui voulait faire croire qu'il s'agissait de tout la retraite à 60 ans généralisée. C'est faux. Et Hollande a eu beau démentir à longueur de discours que l'autre continuait à mentir. Ça vous prouve à peu près le niveau du personnage, alors que le représentant de l'État. Harmoniser dans les DOM la surrémunération des fonctionnaires à la retraite, à l'instar de la Réunion. J'y tiens. Normal qu'à la Réunion, département d'outre-mer, quand les fonctionnaires partent à la retraite, ils touchent les 60%. Et 40%. C'est pondéré par rapport évidemment au niveau de la retraite. Alors que nous, nos fonctionnaires à nous, quand ils partent à la retraite, c'est le précipice. Il n'y a plus les 40%. C'est anormal, il va y avoir 2 poids, 2 mesures. Au niveau des dons, ce n'est pas dans le programme des 30 propositions de François Hollande, mais ça, je vais le défendre à l'Assemblée nationale. Je vais le défendre de nouveau. Parce que je l'ai déjà fait, avec la droite, ça n'a pas marché. Alors j'espère qu'avec la gauche, et votre soutien, et ceux des autres élus de l'outre-mer, cela marche. Maintenir les services de proximité, école, santé, justice. Continuité territoriale en matière de tarifs téléphoniques et de transport aérien. Ceci est les 30 propositions. Déjà. La décentralisation. Il s'agit de donner au territoire les moyens de faire face aux défis singuliers auxquels les confondent la géographie, la crise, le chômage, en rapprochant la décision des citoyens. Je n'ai pas jusqu'à dire la domicilisation du pouvoir en Guadeloupe, comme le dit certains patriotes. Mais il faut rapprocher de jour en jour davantage la décision des citoyens. Ici, l'Assemblée unique ou la collectivité unique dans le cadre de la Constitution française apparaît comme une réponse appropriée qu'il faut bien entendu mettre en débat et soumettre par référendum à la décision des Guadeloupéens. Je note qu'à cet égard, nous avons pu faire converger le oui et le non de 2003, puisqu'on a dit non à l'Assemblée unique de Frédéric Jalton en 2003, y compris, je crois, aux habits. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour l'Assemblée unique de Frédéric Jalton. Il a fallu 10 ans pour qu'on puisse comprendre que Frédéric Jalton avait raison. Réussir le développement durable. Loin d'un effet de mode, il s'agit de prendre conscience des menaces qui pèsent sur la Terre que nous laisserons à nos enfants. À ce titre, la maîtrise et le recyclage des déchets sont une des toutes premières urgences auxquelles de nouveaux moyens devront être affectés. Il s'agit aussi de protéger, de valoriser notre biodiversité, j'y tiens, exceptionnelle, et d'accompagner les investissements qui favorisent l'autonomie énergétique, soutenir donc la région Guadeloupe, qui agit en ce sens, en développant les énergies renouvelables, énergie solaire, maritime, bagasse et géothermie. Une véritable continuité territoriale. À cet égard, il faudra donc soutenir la continuité territoriale à l'intérieur de notre archipel, pas uniquement entre la France et la métropole. C'est déjà dans le programme de Hollande. Mais moi j'y tiens, c'est pas dans son programme, mais j'y tiens à l'intérieur de l'archipel guadeloupéen. En abolissant les surcoûts en matière de transport interville, de personnes et de marchandises. C'est mon combat depuis 2002 aux côtés des îles du Sud. Et je ne démordrai pas. Surtout maintenant qu'il y a un gouvernement et un président de gauche. Et j'espère une majorité de gauche à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Et en dotant nos îles du Sud d'une dotation de double insularité. C'est prévu dans le programme des dizaines de propositions qu'a fait l'Association des maires auprès du
du gouvernement de droite, eh bien, il faudra bien qu'on le reprenne auprès du gouvernement de gauche. Sans oublier une couverture sanitaire des îles, équitable notamment à Marie-Grande. Vous connaissez déjà le dossier, je l'approfondirai dans notre prochain discours. Pour un partenariat social effectif, il faut une incitation au partenariat social. Je ne parle pas de dialogue social. Partenariat social, c'est ce que j'essaie de développer ici à la mairie des Abbés. C'est un véritable partenariat social avec les syndicats. Ils ont leur méthode, parfois brutale, il faut le dire. Ils ont leur dialectique, ils ont leur posture. Mais il faut dépasser tout ça et aller au fond des choses pour entrer dans un partenariat social. Gagnant-gagnant, je dirais, entre le mouvement social et le monde de l'entreprise, le monde des institutions républicaines. Donc au sein des entreprises, des collectivités, des organismes, avec comme corollaire le respect des accords signés par les partenaires signataires. Quand on signe un accord, il faut le respecter. Et ne pas aller dans des faux semblants, vouloir faire prendre des vestiges ou des lanternes. Il faut respecter la parole donnée, encore plus la signature. Sinon c'est l'échec du partenariat social. Le deuxième corollaire, c'est le respect du droit de grève. C'est un droit acquis de haute lutte par le mouvement social et par les élus de gauche. Dans tout le monde entier, il faut le faire respecter par les élus. Mais également, il faut respecter le libre accès au travail, c'est-à-dire le droit de ne pas faire grève. Il faut que les syndicats comprennent qu'ils doivent respecter le droit de ceux qui ne veulent pas faire la grève. Que nous sommes dans une démocratie, la démocratie c'est fragile. Quelqu'un veut aller travailler, il doit pouvoir rentrer au travail. Ce n'est qu'à ces trois conditions que nous pourrons mettre en place un véritable partenariat social fécond au bénéfice de l'ensemble des Guadeloupéens, qu'ils soient travailleurs ou fonctionnaires. Sécurité, plus de moyens, un renforcement effectif des moyens humains et matériels de la police, afin d'améliorer très sensiblement la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, sera opéré. À cet égard, il faudra de toute urgence rétablir véritablement, pas comme a tenté de le faire après l'avoir supprimé la droite, rétablir véritablement la police de proximité, notamment aux abords des établissements scolaires et des lieux de vie. Nous sommes assaillis de demandes. La police municipale ne peut pas faire face, sans doute, à Port-à-Pitre également, pour protéger nos enfants contre ceux et celles qui viennent les aborder pour toutes sortes de choses, aux abords des établissements scolaires notamment. Immigration. Le contrôle de l'immigration clandestine sera maintenu, mais dans le respect de la dignité humaine, parallèlement à une lutte méthodique contre les protagonistes de filières, les passeurs qui mettent en danger la vie des gens dans des embarcations, des frères de skiff, de fortune, pour parfois braver toutes sortes d'intempéries, et nous ne savons pas combien de morts qu'il y a dans les Caraïbes à cause de ces passeurs sans vergogne. 5. Les marchands de sommeil qui hébergent des gens pour des sommes importantes dans des taudis, quand ce ne sont pas dans des auvents, sur des terrains privés. J'ai pu en découvrir personnellement, je crois que c'est à Saint-François, au Haut-de-Morne, des gens, et dans le flanc des collines, dans les plantations, etc. Des gens qui étaient dans les auvents. Et c'est là qu'ils dormaient, en cachette. Et ils payaient le propriétaire du terrain. Ça, c'est indigne de la Guadeloupe. Je suis le candidat de la jeunesse qui attend que soit enfin donné une place à cette jeunesse à la hauteur